Mais d'où tu sors, d'où tu parles, c'est qui t'a élu, toi? Tu parles d'où? Personne ne m'a élu. Alors pourquoi tu te permets sur le... Pourquoi tu te permets quand on met quelqu'un en cause, C'est quoi ces insultes hyper racistes à Cognac? Parce que la dame ne voulait pas mettre son gilet jaune, vous l'avez sorti de la bagnole en disant, elle était noire avec ses enfants, tu n'es pas chez toi ici. Et ils ont tambouronné. On n'est pas responsable de chaque gilet jaune en France. Eh ben justement, c'est ça que je reproche. Réponse d'Éric Drouet. Non, il n'y a pas de réponse. Il y a encore. Ça, c'est la démocratie, ça. Après. Non, mais il termine. Il n'a pas parlé. Il n'a pas encore parlé. Allez-y, Romain, terminez. Qu'est-ce qui s'est passé sur la façon dont vous avez arrêté cette bagnole de deux élus qui allaient faire des courses, et tout d'un coup, il y a un des gilets jaunes qui dit c'est un PD. Je les reconnais, voilà. Et ça y est, vous retombez dans les travers, ils l'ont tabassé. Qu'est-ce qui s'est passé à Calais? Vous jouez le jeu des médias, en fait, c'est ça. Vous reprenez 5% du mouvement qui se passe mal. Mais à qui je m'adresse pour poser des questions? le mouvement en général, c'est ça, en fait. Laissez-le répondre. J'ai aucune envie de mettre mon gilet. Je le mets pas, moi. Je suis pas un gilet jaune. Pour passer et pour avoir le droit par des comportements de milice. Vous avez fouillé un camion, vous avez pris les Est-ce que je dis que tous les cinéastes qui vivent avec l'argent public? Est-ce que à Calais, vous avez un fonctionnement de milice. Laissez parler chacun dans votre camp. Ingrid Levavasseur, vous répétez. Les manifestations. Allez-y. Non, on s'entend plus. Les manifestations racistes de Pédiga qui se passent en Allemagne pour l'AFD. Nous sommes le peuple, ils chantent. Nous sommes le peuple. Nous, sur les Champs-Élysées, nous, par exemple, on est chez nous. C'est ça que vous scandiez. Mais pas du tout. Moi, déjà, je chante pas. Bien sûr, la France, c'est chez nous. En mai 68, Romain Goupil a 17 ans. Élève au lycée Voltaire, il est l'un des dirigeants des comités d'action lycéens. L'entrée dans la danse des lycéens. On considère que Voltaire est trop grand. Il y a trop d'entrées, c'est trop le bordel. C'est un lycée où il y a 1200 ou 1500 élèves. Donc on va sur Turgot, tous. On peut plus le tenir contre l'extrême droite, contre le SAC, contre la police, et ainsi de suite. Tout le monde réfléchit sur quels sont les endroits tenables. On tient Decour, on tient Condorcet, on tient ces lycéas. Mais comme des petites forteresses, comme des bases, d'où il y a les assemblées générales, les discussions, et se joindre aux manifestations, bien sûr, des travailleurs, aux manifestations de l'extrême gauche à l'époque. Mais on est interdit aux portes des usines, on est chassé par la CGT, on est chassé par le PC. Il y a des engueulades et des bagarres terrifiantes qui ont commencé le 1er mai, à la manif du 1er mai, où là, ça se déclenche avec les apparatchiks qui veulent absolument pas qu'il y ait une jonction qui se fasse entre les gauchistes, qui sont définis comme la maladie infantile du communisme, et les communistes qui veulent surtout pas que ça dégénère dans une grève insurrectionnelle. Enfin, tout ça est absurde pour la direction à l'époque, Essegui et la direction du Parti communiste. 10 mai, les premières barricades. On est à peu près 30 000. Et là, c'est les lycéens qui vont mener la danse. Parce que les lycéens, tu ne peux pas du tout les contrôler là. Tu ne peux plus contrôler rien du tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un sitting autour de la Sorbonne. On va s'asseoir. Et tout le monde nous dit, mais vous êtes complètement idiots. Si vous êtes assis, la première charge, vous allez vous faire matraquer. Mais nous, on avait vu Berkeley, on avait vu l'Amérique, on avait vu les autres manifs. Et il y a un petit truc comme ça de genre monôme, où on est en masse, vraiment en masse. Et on ne bougera pas. Mais à côté de moi, je vois, je ne sais pas ce qui se passe, c'est une espèce de bourdonnement, de trucs bizarres, et c'est les premières pavés qui sont dépavés. Ils avaient entendu le message suivant: si vous restez là, vous allez vous faire massacrer, c'est des conneries. Donc, les mecs dépavent pour faire des barricades, non pas du tout pour attaquer, c'est pour se défendre et essayer de faire un mur tout autour. Le même principe que on se tient les mains, assis, bah là, on va mettre des barricades et on va se mettre derrière.
puisque tout le monde nous annonce que ça va être... Et là, c'est les lycéens qui vont déclencher un truc complètement hilarant. C'est la barricade de Charlemagne doit être plus haute que celle de Decourt, qui doit être plus vite faite que celle de Condorcet, on se connaît tous. Et donc tout le monde fait un truc complètement abracadabrant, qui rime à rien au niveau de la défense ou de l'autodéfense. C'est simplement celui qui fait la plus haute. Donc celui qui trouve un panneau d'affichage et le met, tout d'un coup sa barricade elle est à 6 mètres. Et comment tu veux atteindre 6 mètres avec des pavés? C'est quasi impossible. Et il y a les abrutis de Victor Hugo qui font une barricade, eux, dans une impasse, qui ne sert à rien ni à personne. On a beau leur dire, et du coup, au bout d'un moment, les autres disent « c'est complètement con » et tout, ils leur piquent le matériel pour aller refaire un truc plus haut. Tout se passe comme ça. Paris solidaire. Il y a une incroyable solidarité de la population. Tout le monde, dès qu'il y a eu le premier lacrymogène, les premières lacrymogènes, la première charge, tout le monde nous balançait de l'eau dessus. Mais des bassines entières balançaient des mouchoirs, des bouts de drap, des trucs pour se mettre devant et tout, et des citrons, et des citrons, et des citrons, et de l'eau, et de l'eau. On était arrosés par toutes les rues, partout où on cavalait, il y avait les rues. Et à un moment, tu peux plus respirer quand même. Il y a des nappes telles que tu es obligé de monter un petit peu. Tu montes, toutes les portes étaient ouvertes. Il n'y avait pas de digicode à l'époque. Et là, quand ils sentent que les flics vont monter, toutes les portes se ferment. Tu sens comme ça que tu as l'accord général. Vous ne tapez pas sur les enfants, vous ne tapez pas sur ces mômes. Ils ont raison quelque part. Et là, la population, qui est une population quand même 5e, 6e, nous aide. Le préfet Grimaud. Il y a un mec extrêmement intelligent, mais tu ne peux le savoir qu'après, qui s'appelle Grimaud, qui a dit on ne va pas mettre à la tête des compagnies de CRS et de garde mobile les commandants habituels. Parce que ceux-là, ils viennent de Perpignan, ils viennent de Reims, ils ne connaissent pas Paris. Et donc, il peut y avoir des problèmes. On va mettre des commissaires parisiens qui vont diriger toutes les unités. Et ceux-là, ils ont l'habitude. Dans toute l'histoire insurrectionnelle, le principe, c'est d'entourer tous les insurgés, pour les fusiller, les arrêter. À minima, les arrêter, mais les fusiller, les arrêter de nuire. Là, ils vont nous repousser en laissant un angle immense vers Gobelin et tout, pour que les mômes partent, et ils vont reculer incroyablement. Le moment où tu vois cette petite fusée, nous on savait ce que ça voulait dire, mais pas l'ensemble des manifestants. Tout d'un coup part la fusée, et là ça veut dire, ok, on attaque. Mais ils ne sont pas attaqués de tous les côtés, ils ont attaqué d'un seul côté. Et ils ont avancé, et nous on s'est défendu, et tous ceux qui ne pouvaient plus respirer, tous ceux qui étaient trop jeunes, tous ceux qui n'avaient pas l'habitude, reculaient. Si bien que l'affrontement à la fin, à 5h du matin, la dernière barricade, c'est la rue Thouin, où là, il n'y a que les spécialistes, que le service d'ordre, on se connaît tous par le prénom, mais c'est la dernière. Et tout d'un coup, on entend les sifflets. Et quand on entend les sifflets, ça veut dire que là, ils vont cerner pour choper tout le monde. Et là, c'est sauf qui peut. Tout le monde sur les toits, tout le monde se barre et tout. Et c'est ça qui s'est passé le 10 mai. Une incroyable intelligence de Grimaud, du préfet, qui a la conscience de toutes les autres histoires et qui dit « mais c'est des enfants, c'est des mômes, ça va, ils viennent protéger leurs copains, on va faire le moins de dégâts possible. Il n'y a aucun mort, il y a des blessés, mais il n'y a aucun mort. » Les parents étaient-ils inquiets ? Il n'y a jamais eu la moindre inquiétude. On n'avait pas de portable, on ne téléphonait pas, on ne rentrait pas, et bien tout devait bien se passer. Parce que les enfants du baby-boom sont issus de parents extrêmement jeunes. Donc, comme les parents avaient participé ou subi l'occupation, l'étiquette de rationnement, ou au moins avaient vécu quand ils étaient mômes, pas EB, comme enfants, et qu'ils avaient survécu, ils avaient une espèce d'optimisme ou de foi à toute épreuve en disant « mais nous est rien arrivé ». Il leur arrivera rien. Il y a avant et après 68. On dit toujours la grève, c'est la plus grande grève de France. C'est la plus grande grève du monde. Un mois, 10 millions de personnes. Alors là, je ne vois pas, connaissant l'histoire du mouvement ouvrier, je ne vois pas où il y a eu ça, moi. La plus grande grève avec parents, enfants, étudiants, pour essayer de changer quelque chose. Ah, bien sûr. Tout n'a pas changé et puis ça a continué et ça a donné une assemblée qui était particulièrement réactionnaire. Ça a donné Marcellin, ça a donné des choses qui n'étaient pas évidentes. Mais quelque part,
il y avait quelque chose dans les esprits qui a continué au point que je pense que je suis absolument certain, et j'en suis témoin, ça n'a absolument rien à voir, la société d'avant 68 et maintenant.